Nous allons recevoir Pulchérie Gbali et avec elle, on va essayer de décrypter un peu les mesures du gouvernement, surtout concernant les déguerpis et sa réaction vis-à-vis de la vidéo verbalisation. À tout à l'heure. De retour, le Grand Talk est encore là. Notre plateau n'a pas changé, seulement s'est ajouté, comme vous le disions avant de partir au journal, Madame Pulchérie Gbali, bonsoir. Vous êtes présidente d'Alternative Citoyenne Ivoirienne. Et avec vous, on va observer votre regard sur les mesures prises par le gouvernement à l'endroit des déguerpis, mais aussi votre réaction vis-à-vis de cette actualité, la vidéo-verbalisation. Vous le connaissez, Herman Aboua est là, juste cette belle dame Sarah. Marius Komoué et Daouda, André et moi donc seront là. Bien sûr, ma très chère sœur. Pour vous poser des questions quant à vos analyses sur les deux sujets que je viens de vous présenter. Merci. Bonsoir à Pulchérie Gbali. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous savez, on a intitulé cette séquence Actualité socio-économique, Alternative Citoyenne Ivoirienne se prononce. Parce que, évidemment, il y a eu beaucoup d'événements qui se sont passés ces 2 derniers jours, on va dire, après la Coupe d'Afrique. Pendant la Coupe d'Afrique, il y a eu cette affaire des déguerpissements. Il y a eu justement votre sortie sur la question de la vidéo-verbalisation. Et puis, évidemment, votre, on va dire, marronnier habituel, c'est la vie chère, est-ce que là, ça va, etc. Il faut qu'on en parle avec vous, Pulchérie Gbali. Alors, dites-nous, comment aujourd'hui, on ne va pas repartir sur ce que vous avez dénoncé, comment vous jugez les mesures gouvernementales à la suite de ce qui a, avouons-le, choqué un peu l'opinion nationale après les déguerpissements à Jesco et à Bouribana? Ok, merci beaucoup. Avant de nous prononcer sur les mesures gouvernementales, c'est important de préciser que le phénomène n'est pas vraiment nouveau. Voilà, c'est depuis 2014 que dans le cadre du plan Orsec, un plan de secours, que les premiers déguerpissements liés aux zones à risque ont été effectués. Voilà. Et il faut dire aussi que c'est tout à fait normal que le gouvernement prenne des mesures pour protéger les populations. Le problème ici, c'est comment on exécute ces mesures. Voilà. Et donc, notre regard sur ces 5 mesures est très mitigé parce que on connaît le coût de la vie avec la cherté de la vie qui va aussi en croissant. Et ces mesures-là s'adressent à des populations qui ont tout perdu, par la faute de l'État lui-même. Parce que nous, ça nous fait penser aux pompiers pyromanes. On va demander à la régie de nous remettre justement ces mesures à l'écran. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, vous êtes très peu satisfaite de l'ensemble de ces mesures. Oui, si on les regarde une par une, qu'est-ce qui vous va, qu'est-ce qui ne va pas, et nos camarades aussi vont vous poser des questions là-dessus. En attendant que ces mesures arrivent à l'écran, vous dites, vous avez l'impression que l'attitude de l'État ressemble aux pompiers pyromanes. Décryptez un peu plus. Oui, merci. En fait, nous sommes censés être dans un état de droit. Et dans le préambule de notre Constitution, on a accepté la Charte des Nations Unies de 1945. On a accepté la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. On a accepté la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples. On a aussi accepté la Charte de l'Union africaine de 2001. Et on a, dans l'article 11 de cette même Constitution, l'article 11 nous dit que le droit au logement doit être garanti pour tous. Et que quand pour cause d'utilité publique, l'État veut prendre un site, il se doit de donner une indemnisation préalable et juste. Préalable. Et juste. Très bien. Voilà. Et donc, l'État sachant tout cela, il y a aussi le décret de 1930, 26 novembre 1930, qui expose les conditions de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Il y a beaucoup de textes. Très bien. Voilà. Donc, toutes ces conditions n'avaient pas été remplies, et évidemment, ça, vous l'avez dénoncé véhément. Voilà. Très bien. Maintenant, le gouvernement dit, voici ce que nous, on est capable de faire, et on veut le faire maintenant. La réaction, quand même, des acteurs de la société civile que vous êtes. Oui, on va d'abord dire que c'est très bien. C'est très bien parce qu'il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Comme je vous le disais, depuis 2014, il y a des populations qui ont été déguerpies. En 2014, on a eu 205
ménages qui ont été affectés, ménages propriétaires, 205. C'est seulement en 2020, le 20 juin 2020, au Conseil des ministres, qu'il a été décidé de commencer à les indemniser. Donc, depuis 2014 qu'ils ont été affectés, c'est en 2021 qu'on les prend par vague. Et la troisième vague, évidemment, c'était en 2023. Ça nous faisait un total de 64 personnes. Donc, il y a encore, depuis 2014, 141 personnes qui n'ont encore rien reçu. Mais on vous a pas Et parmi elles, il y a une vieille qui est à Bobo, Colombie. On lui doit 50 millions, elle n'a même pas 2000 pour manger ou se soigner. Mais est-ce que ça, je parle à vous, c'est vrai qu'il n'est pas invité. Très souvent, on dit je m'en prends à la société civile. On ne vous a pas beaucoup entendu battre le pavé pour ces compatriotes-là. Vous les avez un peu oubliés ou pas? Non, pas du tout. Si vous suivez, la société civile fait ce qu'elle peut. Chacun a ses activités. Moi, particulièrement, je fais ce que j'appelle des focus citoyens. Et ceux qui suivent mes focus citoyens sont informés de ces cas-là. Et donc, en 2018, il y a eu 429 familles qui ont été aussi dans la même situation sans rien recevoir. Alors, ainsi de suite. Alors aujourd'hui, en 2024, quant au cas qui nous rassemble, en espérant que les choses se régularisent pour ces familles qui attendent toujours, le cas de Jesco et Boribana, on a donc ces mesures de, voilà, on va dire, ces mesures d'apaisement, n'est-ce pas, du gouvernement pour aider ces populations. Comment est-ce que vous les jugez, au-delà de votre point de vue État pyromane qui met le feu et qui essaie après d'envoyer les pompiers, comment est-ce que vous regardez ces 5 mesures? Comment est-ce que ça vous parle? Prenons par d'abord un geste, un premier geste, c'était mon mot, c'était pas petit, un premier geste de 250 000 francs tout de suite. Vous dites quoi? C'est insuffisant. C'est insuffisant pour la simple raison que, par rapport au coût de la vie en Côte d'Ivoire, 250 000, ça prend à peine un studio. Et un studio dans ces mêmes quartiers qu'on est en train de déguerpir, pas dans un quartier normal. En plus, ces populations-là n'ayant pas été informées préalablement, on a détruit leurs maisons avec tous leurs équipements et tous leurs biens. Ils n'ont même pas pu retirer une aiguille. Alors, ces 250 000, c'est par rapport à quoi ça a été fixé? Parce que ça ne peut que prendre une maison dans un quartier précaire, alors qu'on veut détruire les quartiers précaires. Et ça ne rembourse pas le minimum qu'il faut pour qu'une maison soit équipée. Très bien. Du coup, c'est insuffisant. C'est dérisoire même. C'est dérisoire, oui, Sarah. C'est vrai que c'est un montant assez dérisoire, mais quand vous regardez par exemple la mesure numéro 1, on parle d'un montant forfaitaire d'1 million de francs CFA. Et dans la mesure numéro 3, on permet à des personnes d'avoir accès à un terrain pour devenir, même dans le futur, au terme propriétaire. Donc ça, c'est des mesures juste, voilà, c'est des mesures, mais vous le disiez très bien, c'est des mesures réparatrices, j'ai envie de dire. Et comme vous le disiez tout à l'heure, pour les gens peut-être aujourd'hui qui sont impactés, mais il y en a d'autres qui n'en ont pas bénéficié. Tout à fait. Donc justement, ça c'est des mesures réparatrices. Quel genre de mesures du coup préventifs vous proposeriez pour éviter justement que ce genre de scénario se reproduise? Est-ce que vous avez des idées, notamment à travers votre association? Oui, évidemment. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On continue avec l'analyse des mesures. On va venir avec votre question qui est très importante. Mais essayons de revenir un peu. Finissons sur ça. D'accord. Donc rapidement, la première mesure est dérisoire. Très bien. La seconde mesure, on parle d'accompagnement des propriétaires ayant des titres fonciers en vue d'acquisition de parcelles de pleine propriété. Là, c'est bien. Mais il aurait fallu le faire avant. Très bien. Voilà, parce qu'en attendant, ces propriétaires-là, ils vont où? Ils font quoi? Ils vont où? Ils n'ont que 250 000 francs en poche. Oui, mais ça, c'est vraiment dérisoire. Regardons la troisième mesure. La troisième mesure est encore pire parce que c'est des propriétaires qui avaient des terrains entre 300 et 600 mètres carrés. Il y en a même qui vont jusqu'à 1000 mètres carrés. Et on leur dit qu'on va leur donner entre 75 et 100 mètres carrés. Ça, c'est pas sérieux. J'ai mes papiers. Mon terrain me fait 500 mètres carrés. Vous venez me proposer entre 75 mètres et 100 mètres carrés. Et puis, on me vend cela. Non, mais attendez. Parce que les 10 000 francs de loyer, là, c'est pourquoi? Bon, j'allais vous poser une question d'abord dans ma tête. Je me suis dit, mais attends, au final, Alternative Citoyenne Ivoirienne, vous n'êtes jamais satisfait de rien, j'ai le sentiment. Mais je garde cette question un peu à côté. D'accord. La question principale, est-ce que, parce que vous inquiétez, ça c'est un débat que nous avons eu hier ici, c'est pour ça qu'on voulait quand même éplucher ça avec un autre regard. D'accord. Est-ce que l'accompagnement des propriétaires qui ont des titres fonciers
est-ce que c'est la même mesure que la mise à disposition des terrains sur bail amphithéotique? Peut-être que, enfin je ne sais pas, est-ce que les propriétaires n'auront pas un autre régime à comparer à ceux qui sont dans la troisième mesure? Bon, comme on n'a pas toutes les informations, on nous a balancé les mesures sans nous en donner les détails. Mais je vois en haut des propriétaires ayant des titres fonciers. Ça suppose qu'on fait la distinction entre les propriétaires détenteurs de titres fonciers, de propriété ou alors attributaires de titres de propriété, parce que ceux qui sont détenteurs, c'est ceux qui ont leur ACD. Mais il y en a qui étaient dans des situations intermédiaires, qui n'ont pas achevé la procédure. Donc, si en haut, au deuxième point, c'est ceux-là, c'est tant mieux. Maintenant, si en bas, on parle de ceux qui n'ont pas de titre de propriété du tout, alors c'est bon aussi. Parce que c'est mieux que rien. Comme je le disais, il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Très bien. Il y en a qui n'ont pas eu cette chance. Non, je vous taquine quand je dis enfin, Pulséric Ballé a apprécié une mesure. Oui, elle apprécie quand c'est bon. Alors, regardons la mesure 4 et 5 pour permettre aux autres de réagir. La mesure 4 et 5 est elle aussi, franchement, elle n'est pas réaliste. 1 million de francs pour aider à commencer à construire quelle maison? Non, pour commencer à construire. C'est une aide. Commencer, et puis la suite, là, c'est quand? Faut pas dire des choses. Vous savez, quand on a parlé des anciens cas, là, c'est parce qu'il y a beaucoup de promesses qui n'ont pas été tenues. Beaucoup de promesses. On a trouvé 1500 milliards pour la canne. Bon, des gens qui étaient là, eux, ils n'ont pas dit qu'ils voulaient partir. Vous-même, vous êtes venus détruire leur maison. C'est quelle affaire de commencer à construire? Et puis, on termine la construction quand? On a votre point de vue sur la question. Le dernier point pour vous, le plateau, dispositif spécial pour les personnes sans emploi. Parce que tout ça, c'est pas voilà, parce que tout ça, on parle de donner 1 million, mais comme les gens n'ont pas d'emploi, on va les accompagner. Des gens qui n'avaient pas d'emploi, on peut les accompagner, c'est très bien. Alors, on va dire, c'est une sorte de mémorandum d'entente entre la société civile et le gouvernement sur cette question. Vous êtes là, vous observez la suite sur le dossier. En tous les cas, déguerpissement, et vous allez regarder, comme vous l'avez dit, le plan Orsec se poursuit et d'autres plans, vous allez surveiller tout ça, et c'est très bien, ça c'est mon commentaire à moi, que la société civile permette au gouvernement de faire les choses conformément à la loi qui nous gouverne tous. Très bien. Alors, une fois qu'on a dit tout ça, on va donc avoir vos réactions ou questions, contributions, mais vraiment un échange franc pour qu'on puisse mieux comprendre et sortir quelque chose pour les téléspectateurs. On commencera par Sarah ou Herman? Maintenant, Sarah, non, restons, parce qu'on n'oublions pas la question de Sarah. C'est ce qui va nous permettre de faire le next step, une fois qu'on est sorti de ça. Oui, donc là, on parlait de mesures réparatrices, et je disais tout à l'heure, donc, il serait peut-être favorable aussi également de se pencher sur des mesures préventives, et du coup, voilà, j'aimerais vous entendre là-dessus. Quelles seraient éventuellement vos idées pour éviter que ce genre de situation se reproduise? Très bien. OK. Bon, il y a une mesure qui a été prise qui ne figure pas sur les 5 là, mais... Laquelle? La fameuse cellule. Voilà, la fameuse cellule. Mais pourquoi on l'appelle cellule de déguerpissement? Parce qu'il faut faire la distinction entre le déplacement involontaire, et là c'est le cas, et le déguerpissement. Le déguerpissement, il est brutal. C'est ça. Donc, il ne respecte aucune norme, et c'est ce à quoi on a assisté. Mais le déplacement, il est plus humain et respectueux des textes. Très bien. On fait un recensement, on identifie tout le monde, on fait une expertise des bâtiments. Des valeurs des uns des autres. Voilà, et les valeurs à neuf. C'est ça. Parce qu'une maison qu'on a construite en 1980 n'a pas la même valeur en 2024 parce que le coût des matériaux change à la hausse. Donc, la valeur à neuf. Ensuite, on engage des négociations avec les propriétaires pour signer des certificats de compensation quand ils sont d'accord avec le montant qu'on leur offre. C'est ça. Et c'est après qu'on s'entend sur une période pour payer et libérer l'emprise. Après, maintenant, on casse comme on veut. Donc, c'est ça la vraie mesure préventive. Vous auriez respecter les textes. Est-ce que ces solutions-là, vous avec vos camarades, est-ce que vous êtes allé vers l'autorité publique pour voir comment vous pouvez aussi faire passer vos idées? Est-ce que vous avez été justement associé ou vous auriez aimé être Normalement, associé? on n'a pas d'idée à faire passer. On dit que nul n'est censé ignorer la loi. Et tous ceux qui sont dans ces ministères-là, ils ont l'expérience des bons déplacements. Ils ont les bonnes pratiques. C'est un manque de volonté, c'est tout. Il y a eu des exemples. Herman. Donc, Madame Pulséric Ballé, quand on vous entend, quand on suit votre actualité, vous semblez vous plaindre de tout. Ça, je le dis, c'est la bonne impression que j'ai. D'accord. Je voudrais quand même vous emmener à faire un exercice. Quels sont les bons points
que quand vous êtes assis, peut-être chez vous, en train de scruter même la gestion... Même 500 milliards d'après vous pour la CAN, nous, on est très heureux. On n'est pas venu vous parler de la CAN, je vais juste donner un exemple. Non, je vous taquine. Dans un exercice de chercher à apprécier ou bien à dire ce que vous pensez de la gestion du président Ouattara, quels sont les bons points que vous mettez à son actif? Je ne parle pas seulement de la question de ses mesures, mais vous-même, le long de la gestion de son pouvoir, quels sont les bons points que vous lui accordez en tant que femme de la société civile, mais responsable? D'accord. D'abord, j'aimerais préciser que c'est vrai que je me plains beaucoup, mais je me plains beaucoup parce qu'il y a beaucoup de mauvaises choses qui sont faites. Je ne me plains pas dans le vide, hein. Voilà. Et si vous m'écoutiez bien tout à l'heure, je disais que vouloir protéger les populations des zones à risque, c'est une très bonne chose. Le seul problème, c'est-à-dire qu'on prend de très bonnes décisions en général dans le gouvernement. De très bonnes décisions. Maintenant, c'est l'application qui est le problème. C'est dans l'application qu'on ne pense pas à l'impact de ces décisions-là sur les populations. Voilà M. Marius Komoé qui est là, il est président d'une association de consommateurs. Le 15 janvier, puisque vous dites qu'on peut sortir de ce sujet-là, sinon j'avais déjà dit que c'est bien de protéger les populations. J'ai apprécié la mesure 5. Donc quand c'est bon, je le dis. Quand c'est pas bon aussi, il faut le dire. Malheureusement, ce qui n'est pas bon là, c'est ce qui est beaucoup. Malheureusement. Donc je disais tout à l'heure que le 15 janvier, le gouvernement, à travers le ministère du Commerce, décide d'interdire l'exportation des produits vivriers. Très bien. On prend la décision le 15 janvier avec effet immédiat. Alors qu'on sait très bien que c'est toute une filière qui est engagée. Par exemple, ces dames qui envoient la teke à l'étranger, mais depuis, etc. oui, avant même les dames qui envoient la teke, depuis même le champ, les gens qui exportent là, ils financent certains producteurs. C'est toute une chaîne. Mais on dit avec effet immédiat. Il y a des gens qui avaient déjà des commandes. Il y a des gens qui avaient déjà... On a vu des camions aux frontières qui étaient là avec des denrées périssables. C'est ça. Donc la décision n'est pas mauvaise. Le gouvernement dit... La Source d'examen dit que la sécheresse sera forte cette année. Il faut protéger le marché intérieur. C'est bon. Mais maintenant, pour l'application, là, on ne peut pas laisser au moins 1 ou 2 semaines aux acteurs de respecter certains engagements, de prendre leurs dispositions. Et puis voilà. Très bien. Donc, c'est ça le problème. Il y a un autre sujet. Je souhaiterais que vous ouvriez en même temps l'autre sujet. Exactement. Elle a eu une réaction sur... déguerpissement et ensuite vidéo-verbalisation. Oui, la question de... on a fini les déguerpissements. Non, il va réagir là-dessus. Comme Daouda va réagir, il est bon qu'il vous commence. Parler de déguerpissement parce que je pense qu'on en a fait des torts en fait dessus. Finalement, il y a des mesures que finalement vous avez trouvé un point intéressant dedans. C'est très bien, je le partage avec vous. Moi, j'aimerais juste aborder sur la question de la vidéo-verbalisation. Voilà. D'accord, allons-y. En Côte d'Ivoire, depuis les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, vous savez combien de morts la route fait en Côte d'Ivoire? Non. Vous ne savez pas? Ok. Est-ce que vous savez au moins pourquoi est-ce qu'il y a eu la vidéo-verbalisation? Mais bien sûr. C'était quoi, madame? Vous ne le savez pas vous-même? Peut-être. Mais c'est pour la sécurité routière. La sécurité routière. Mais pourquoi alors, Diandre, vous vous plaignez du fait qu'on arrête des gens? Pourtant, le fait que leur voiture soit mise en fourrière, c'est inscrit dans la loi. Vous m'avez vu me plaindre avec quel détail? Non, pas, soyez précis. Parce que vous parliez justement des gens qu'on arrête en cours de route, qui voyagent, qui ont été arrêtés. Mais c'est tout à fait normal. Donc, je vous demande parce que la vidéo-verbalisation, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout à fait le même problème. On prend de bonnes initiatives, mais on communique mal sur ces initiatives de sorte à ce que les citoyens s'adaptent à cela. Par rapport à la vidéo-verbalisation, on a 3 gros problèmes. Le premier, c'est que le système même de message, là, il est très défaillant. C'est-à-dire tu es assis à la maison, tu ne bouges pas, et puis tu reçois un message qui te dit que ta voiture a commis une infraction. À 1 heure où tu es à la maison, tu n'es pas dans ta voiture. Vous voulez dire qu'il y a des défaillances? J'ai un collègue. Oui, allez-y. Oui, c'est ce que je dis. Les messages qu'on reçoit ne sont pas toujours vrais. Donc, il faut déjà qu'on corrige cela. J'ai un collègue, attendez, laissez-moi finir. Vous m'avez posé une question. J'ai un collègue qui dit qu'on lui a envoyé un message. C'est quelqu'un qui a l'habitude de la vitesse. Mais le message dit qu'il n'a pas porté sa ceinture. Ce qui n'est pas vrai. Il s'en va, il demande à voir la vidéo. Sur la vidéo, il a porté sa ceinture. Mais on lui dit non, il faut payer quand même. Il y a un problème.
Donc, le système de message, là, il faut le corriger. Donc, premier point. Ensuite, on va avancer point par point. Sur son premier point. Est-ce que vous pensez que sur les 2 points, vous et puis le collègue, est-ce que ce sont des exemples précis et patents qui pourraient faire changer les indicateurs? Parce que quand on donne des exemples, il faut avoir des chiffres un peu plus larges. S'il y a vous que le collègue... Mais pour avoir des chiffres, il faut faire une étude. Oui. Nous, on constate... Vous sollicitez l'étude. Oui, pourquoi pas? Nous, on constate dans la pratique que c'est ce qu'on vit. Il y a des messages qui ne sont pas vrais. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est que quand on se déplace, on ne se déplace pas au hasard. On a un objectif. Je vais à un rendez-vous, je voyage, ainsi de suite. Les gens m'arrêtent. On me donne ma facture, là. Séance tenante, là, on dit de payer. Madame, je n'ai pas... Laissez-moi finir. Je n'ai pas forcément les moyens de payer ma facture. Et on me dit que si je ne paye pas ma facture, je ne bouge plus. Mais on compromet... La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce que cette pratique est une pratique hors la loi, est un abus, ou c'est une pratique qui est conforme à la loi? C'est à ce moment-là que Daouda, je vous entends là-dessus. En fait, justement, parce que ce dont vous parlez aujourd'hui, c'est écrit dans la loi sur la voie routière, en fait, en son article 246. C'est le code de la route. Le code de la route, justement. Parce que si vous roulez, que vous avez des amendes impayées, il y a une liste noire qui est mise en place au niveau de Kipix Afrique, de sorte à ce que si vous êtes à 150, 200, 300, moi je paye chaque fois mes factures. Même quand je les vois, je m'arrête, je demande je suis à combien, on me dit, après je paye, je n'ai pas à payer. Dans ce cas, il faut est-ce que vous avez un problème particulier avec la loi en Côte d'Ivoire? Parce que c'est la loi. Avoir un problème avec la loi. Mais pourquoi j'aurais un problème avec la loi? C'est toujours l'application de la loi que nous demandons. Je dis que les gens ont un problème de communication. Cette loi dont vous parlez, cet article que vous avez cité, il y a combien de personnes qui savent qu'il existe? Il y a combien de personnes? Et puis, attendez, maintenant quand on arrête quelqu'un, qui a un objectif dans son déplacement. Alors qu'on sait très bien que cette personne-là, elle va forcément aller faire sa visite technique. Et là, on pourrait la bloquer selon vous. Et c'est le moment, selon vous, de la bloquer. Oui, mais on informe. Parce que même pour la visite technique, on s'était plaint. C'est à la fin du mois de décembre qu'on a décidé qu'il fallait forcément payer son amende, ses amendes, avant de faire la visite. Mais il n'y a pas eu de communication dessus. Là aussi, quand les gens sont arrivés là-bas, ils sont surpris. Très bien. Et voici un peu... Voilà, communiquer, c'est tout ce qu'on demande. Permettons aux autres de réagir. Attendez, permettons aux autres de réagir. Allez-y, Christelle. Marius, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non, vous devez pouvoir dire quelque chose là-dessus. J'ai écouté ma très chère sœur Pulchérik Bali. Mais là, on oublie qu'on est sœurs et frères. Mais de toutes les façons, on n'est pas en train de se battre. Ne vous en faites pas. De toutes les façons, la société civile est guidée par des principes. Et nos principes, c'est comme dans le monde journaliste. Vous avez donc vous avez ce que vous appelez les principes de confraternité. Chez nous, c'est les principes de solidarité. Et à la matière, ce qu'elle évoquait tantôt, relativement à la question de l'exportation du vivrier hors de nos frontières, qui a nécessité au niveau du gouvernement des prises de mesures, ont été suscitées par les organisations de défense et de protection des intérêts des consommateurs. Je le dis de façon claire et distincte. Ce n'est pas de la volonté de l'État. Nous avons fait des constats du marché de la consommation. Depuis des années, à une certaine période de la consommation de l'année, nous constatons que certains produits de consommation, de grande consommation, tomates, piments, aubergines, bananes, venaient à manquer sur le marché. Très bien. Donc, je vous pose la question. On a compris, ça manquait. La question, c'est est-ce que, comme elle, vous partagez l'avis selon lequel ça a été sans doute mal appliqué ou mal géré, sachant que ça vient de votre proposition? Est-ce que vous êtes sur ce même angle? Non, non. Relativement à l'application, je ne vois pas en quoi ça a été mal appliqué. Le gouvernement... Non, mais par la simple raison que ça a été une décision communiquée aux populations. De quelle manière? Pardon? Avec quel canal? Avec les médias que dispose l'État, les médias d'État. Et en plus, sur les réseaux, et même si vous allez jusqu'à ce jour sur le site du ministère du Commerce, vous verrez bien ce communiqué. Mais au-delà de cet aspect des choses, il ne faut pas perdre de vue un certain nombre de situations que nous dénonçons nous-mêmes, organisations de la société civile, en matière de lutte contre la vie chère. On demande à l'État de faire beaucoup, on exige à l'État d'appliquer certaines mesures pour permettre, parce que dans le secteur du vivrier, vous n'ignorez pas qu'il y a un cartel
qui règne et qui, vous l'avez dit vous-même, peut-être sans le savoir, mais vous l'avez souligné sur le plateau en disant que des citoyens, qu'ils soient ivoiriens ou pas, financent la culture donc vivrière au point de récolter donc les productions issues de cette culture vers l'extérieur. Mais non, mais on ne produit pas pour l'envoyer à l'extérieur, on produit pour la consommation locale. Donc satisfaire le marché local. Si le marché local n'est pas satisfait, il est bien évident que le prix du vivrier grimpe. Et donc c'est nous, organisation, on doit entendre notre invité, c'est important, ça concerne aussi la vie chère sur ça. Tout ce qui vient de ramasser, parce qu'elle a dit des choses, vous avez aussi dit des choses. Est-ce que c'est deux visions différentes de la façon dont on doit appliquer notamment les mesures sur la vie chère? Vous posez quel problème fondamental? C'est la communication? C'est quoi au fond? Pour qu'on puisse vous entendre au final sur le sujet. La vie chère, c'est vaste. Ah oui, ça. La vie chère, c'est vaste. Mais sur les éléments qui viennent donner. Oui, bon, comme vous avez généralisé, c'est pour ça que je le disais. Mais sinon, par rapport à ce qu'il vient de dire, le gouvernement n'a jamais dit que ça a été suscité par les organisations de consommateurs. Et nous qui sommes dans le peuple, les gens même se plaignent souvent de l'inertie des organisations de consommateurs. Donc, si les organisations de consommateurs ont fait des propositions, il serait bien que cela soit su. C'est le facteur climatique uniquement qui a été évoqué dans le communiqué. Donc, nous, on s'en tient à ça. On s'en tient à ça. Voilà. La deuxième chose, c'est que par rapport à les canaux, les médias publics, là, c'est pas tout le monde qui les suit. Nous, en 2022, on a créé un groupe de travail avec le Comité national de lutte contre la vie chère et la FENACSI, la Fédération des commerçants. Il était question qu'on ouvre un peu plus la communication parce que c'est pas tout le monde qui suit les médias publics. Très bien. Du coup, tout le monde n'a pas forcément l'information. Vraiment, nous savons, effectivement, vous savez, voilà. C'est là le cœur de cette émission. C'est une réalité aussi. C'est là le cœur de cette émission. Ça s'appelle frustration. Tout le monde est frustré. Je n'ai pas pu donner l'ensemble de mes idées. Je n'ai pas pu parler. Mais bon, écoutez, cet espace reviendra ici même demain. Pulchérie Balé, qui est une... Ah, c'est déjà fini. Oui, voyez-vous, qui est une Ivoirienne, une militante. Elle reviendra sur ce plateau. Vous aurez l'occasion de l'interroger elle-même. Si elle a envie de porter un sujet, nous sommes ouverts pour que nous en parlions encore et toujours. Mais nous avons des impératifs, Christelle. Et évidemment, nous sommes obligés de partir. Ça passe très vite, mais on retient deux choses. Sur le premier point des déguerpis, vous appréciez un certain nombre de mesures. Le point 5. Le point 5 surtout, qui parle des sans-emploi, vous l'appréciez. Pour les autres, vous aimeriez peut-être avoir de plus en plus d'informations pour savoir déjà comment ça va se faire. Le point l'opérationnalisation. Le point 2 également, il y a des choses qui ne vous plaisent pas. Même s'il y a un mais derrière. Exactement. Toujours. Et ensuite, pour la vidéo-verbalisation, on constate donc que c'est textuel. Ce sont des faits, c'est le droit, c'est la loi. Après, vous parlez de communication. C'est très important. Je pense que la chose est rentrée donc chez qui doit être rentrée et puis les choses vont se faire pour mieux expliquer aux populations ce qu'on devrait comprendre sur la vidéo-verbalisation parce qu'elle ne s'arrêtera pas, elle va continuer. Tout à fait. Selon les textes de loi que nous avons. Merci Pulchérie Balé. Merci à vous également. D'être toujours, comme vous le voulez, une citoyenne libre et aussi de nous accompagner dans l'information que nous voulons donner à nos concitoyens. Merci à vous tous. Christelle. Oui, merci André. Et demain, c'est la dernière. Marius, Daouda, Sarah. Ciao, ciao. Ciao. Merci. Aïe, le temps va passer vite.